Bonjour, bienvenue dans ce live France Gaz Renouvelable, ce nouveau webinaire pour vous présenter la plateforme RED 2 pour les méthaniseurs et les auditeurs dans le cadre de la certification de la directive RED 2. Je suis Cécile Frédéric, déléguée générale de France Gaz Renouvelable. Et bonjour à tous, Adrien Dain pour l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Donc ce webinaire va se dérouler en trois parties. Donc une première partie avec un petit rappel des obligations de RED 2 pour fixer le cadre de notre présentation. Et ensuite, nous vous ferons une démonstration en direct de l'utilisation de la plateforme pour les méthaniseurs, mais également pour les auditeurs en vous faisant défiler l'ensemble des parcours. Nous aurons également une partie questions-réponses en fin de ce live, mais vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat. On y répondra dans la mesure du possible. Merci. On va commencer tout de suite. Alors, pour rappeler les fondamentaux, une première présentation pour vous rappeler qui est France Gaz Renouvelable. Donc France Gaz Renouvelable, c'est donc l'association qui a été créée en juin 2018, à la fois par le monde agricole et par l'écosystème gazier, pour créer un lieu de consensus sur les objectifs de la filière méthanisation et défendre l'ensemble de cette filière. Donc vous y retrouvez comme membre fondateur la FNSEA, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France ici présente, les chambres d'agriculture, mais également les producteurs plus industriels et les collectivités dans le cadre de France Biométhane. Pour l'écosystème gazier, au niveau des membres fondateurs, vous allez retrouver GRDF et GRT Gaz, l'association technique, la T2E Club Biogaz et enfin la Fédération nationale des collectivités co-concédantes. Donc nous représentons l'ensemble de la chaîne de valeur des producteurs jusqu'à la distribution du gaz renouvelable. Eh bien pour l'AMF, c'est une association à l'échelle nationale qui est composée aujourd'hui de 500 adhérents agriculteurs méthaniseurs. Créée en 2010 par les pionniers de la méthanisation agricole. Elle a 3 volets d'action aujourd'hui, basés autour donc, du partage, du retour d'expérience et une activité aussi de représentation nationale pour faire valoir l'activité de la méthanisation agricole. Comment se répartissent donc, nos adhérents ? On a à peu près 50-50 entre les cogénérateurs et les injecteurs. Aujourd'hui, beaucoup plus de porteurs de projets en injection. Et en avancement, on a plus des 2/3 de nos sites de nos adhérents qui sont des sites en service et le reste des porteurs de projets. À peu près une répartition aussi 50-50 entre les méta collectives et individuelles. Très bien, donc nous allons pouvoir rentrer maintenant dans le vif de notre sujet. Donc la directive RED 2 et ses obligations de certification. Donc un petit rappel sur pourquoi les méthaniseurs sont contraints aujourd'hui et demain par la directive RED 2. Donc 2 niveaux de critères, les critères durabilité qui sont applicables quelle que soit la taille des sites. Donc les critères de durabilité, donc c'est les critères sur la production de la biomasse, donc sur quelle terre la biomasse a-t-elle été produite, avec une obligation de ne pas produire sur des terres de grande valeur en termes de biodiversité. On va avoir un critère également sur la production sur les terres présentant un important stock de carbone ou sur les terres ayant un caractère de tourbière, ce qui est assez peu le cas sous nos latitudes. Ensuite, le deuxième critère, ce sont les critères de réduction de gaz à effet de serre qui vont concerner des sites mis en service après le 1er janvier 2021 avec des critères de réduction de gaz à effet de serre en fonction des usages.
Donc c'est pas les bonnes slides. Pour l'usage chaleur, nous avons une obligation de réduction de gaz à effet de serre de moins de 70%, avec un seuil à 24 grammes de CO2 par mégajoule, par rapport à un combustible de référence qui est un combustible RED II. Je précise que ce n'est pas le combustible gaz fossile. Et maintenant, pour les méthaniseurs en valorisation électrique, donc l'usage électricité de la RED II, on a des seuils qui sont identiques, des abattements de seuils qui sont identiques à l'usage chaleur, donc de moins 70% pour les sites mis en service depuis 2021 et moins 82% à partir de 2026. C'est le seuil, la valeur de référence qui est différente. Cette fois, on est sur un combustible à 183 grammes de CO2 équivalent par mégajoule. L'usage transport a donc des seuils de valeurs différentes. On est sur un combustible différent. Et également des dates de mise en service qui sont différentes. Et un abattement également différent, ce qui fait un seuil plus élevé, donc moins contraignant à atteindre pour les sites en exploitation. Par contre, une date de mise en service qui est plus éloignée que 2021. Et pour rappel, voilà, les sites concernés par ces seuils sont bien sûr les sites concernés par la RED II, donc au-delà des 19,5 gigawattheures par an de production. Je vois qu'on est déjà 170 personnes connectées sur le webinaire ce matin, donc un sujet qui intéresse bien sûr. Sur les rappels des grandes obligations réglementaires pour les exploitants, sous la RED II, on a les exigences en termes donc, de durabilité de la biomasse, comme l'a rappelé Cécile, sur les critères des sols, pour les cultures principales, pour les cives, également de traçabilité. On a les critères sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est les seuils associés à l'usage du biogaz, du biométhane, qui sont à respecter pour les sites concernés. Et un respect du seuil de 15% de cultures dédiées dans l'approvisionnement du méthaniseur. Pour émettre les attestations de durabilité et de biogaz sous les seuils, il y a nécessité pour l'installation de s'associer à un schéma de certification, d'adhérer à un schéma de certification qui est reconnu par la Commission européenne. Et pour avoir du coup la possibilité d'émettre les Proof of Sustainability associés au lot de biométhane. En effet, vous avez deux niveaux d'obligation. Vous avez un premier niveau d'obligation, c'est l'adhésion à un schéma de certification reconnu par la Commission européenne. Et ensuite, votre audit, donc une contractualisation avec des auditeurs pour vérifier votre respect de la procédure liée au schéma de certification. Tout à fait, merci Cécile. Dans les obligations de déclaration, on a une déclaration annuelle au niveau du site exploitant qui est demandée par l'administration et qui doit reprendre les éléments donc, de durabilité des sols, du respect des seuils d'émission quand c'est le cas, quand le site est concerné, et du seuil des 15%. C'est une déclaration qui se veut annuelle, donc au même pas de temps que les audits de certification de la RED II, puisque c'est un engagement qu'on prend et on est donc tenu de vérifier tous les enjeux de la RED II annuellement. L'enjeu ici de cette déclaration, c'est d'avoir toujours droit aux tarifs de rachat réglementés, que ce soit biométhane, électricité, voilà, pour le méthaniseur. Le deuxième aspect sera autour des Proof of Sustainability, les POS, qui est demandé cette fois par le fournisseur, donc client du méthaniseur, qui rachète l'énergie, donc le biométhane ou l'électricité, avec un potentiel pour chaque site d'avoir émis sa POS
pour que le fournisseur la valorise. Cette poste va être associée à une garantie d'origine et reprendra la durabilité, le caractère durable des intrants et les respects des seuils également, et la valeur de facteur d'émission du biométhane ou de l'électricité produite. Ici, c'est plus un enjeu de marché, puisque les GO pourront avoir une nouvelle valeur sur le marché du carbone, les crédits ETS, et donc une opportunité à avoir avec le fournisseur. Donc pour finir sur cette partie, juste une dernière chose. Donc on est bien sur une obligation de certification au 1er juillet 2023. Donc on a un enjeu aujourd'hui pour l'ensemble des sites. Donc c'est pour ça que France Gaz Renouvelable a voulu développer une plateforme pour aider les méthaniseurs à cette certification, qui est une nouvelle contrainte ou une nouvelle opportunité, ça dépend de quelle position on se place, pour les méthaniseurs. Donc on va passer maintenant sur la deuxième partie, et celle qui, je pense, vous intéresse le plus, c'est la démonstration de notre outil RED 2. Donc vous devez voir mon écran. Donc on est sur la plateforme en direct. Donc vous allez lorsque vous allez vous connecter sur la plateforme, vous allez accéder à cet écran. Donc je vais cliquer pour accepter l'utilisation des cookies. Donc une première connexion va vous permettre, va vous demander de rentrer votre adresse email et un mot de passe, qui va générer un lien dans votre boîte mail de validation d'inscription sur le site. Ensuite, vous rentrerez directement sur le site grâce à votre adresse mail et votre mot de passe. Ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Donc vous allez vous retrouver sur la page d'accueil vous voyez en haut le descriptif de l'unité de méthanisation et la production d'énergie entrée dans la plateforme. Donc je vais venir sur la partie sur la gestion du profil du site. Donc quand vous allez créer votre compte, vous allez être soit en injection, donc vous allez cocher injection ou cogénération. Vous allez rentrer le nom du site. Vous allez vous identifier grâce au SIRET. C'est le SIRET qui vous identifie. Donc, il vous faut un SIRET valide pour pouvoir créer votre compte. L'adresse du site. Et donc, comme je le disais, une adresse mail par site de méta. Vous allez pouvoir définir votre site par rapport à votre gestion de digesta, donc soit un stockage ouvert, soit un stockage couvert, soit un stockage couvert avec récupération de biogaz résiduel. Donc, dans le cadre de la directive RED 2, vous avez normalement uniquement deux choix, le stockage ouvert ou le stockage couvert. Dans le couvert avec réduction de biogaz résiduel. Dans le cadre du développement de la calculette RED 2, nous avons choisi d'introduire la possibilité de la gestion de digesta par site couvert ou en lagune, un couvert en lagune avec croûte. Donc ce type de couvert introduit un temps de séjour supérieur à 80 jours pour être validé. Ensuite, vous allez cocher le statut de votre digesta, soit le statut de déchet, soit le statut de produit. Le choix du statut produit va requérir une démarche spécifique qui va devoir être justifiable auprès de l'auditeur. Donc, par exemple, un cahier des charges d'IJAGRI, du compostage normé
par exemple. Troisième onglet de la page gestion de profil, la page demande d'audit. Donc vous voyez ici qu'il y a déjà un auditeur qui est autorisé à voir vos résultats. Donc comme je vous le disais en introduction, notre site est fait pour les méthaniseurs et les auditeurs. Donc vous pourrez donner accès aux auditeurs de votre choix aux résultats de votre exploitation. Je reviens sur le profil, la gestion du profil. Donc, comme je le disais, vous allez pouvoir choisir injection ou cogénération. Et on va voir que lorsque vous allez choisir cogénération, dans la gestion de vos lots, vous allez avoir une différence par rapport à l'injection. Donc, je valide le profil et on va commencer par l'ajout d'un premier lot en cogénération. Donc je passe la main à Adrien sur la partie cogénération qu'il maîtrise beaucoup mieux que moi. Très bien, merci Cécile. C'est aussi l'occasion de présenter la partie création de lot. Donc un lot a une date de début, une date de fin à renseigner. Et après, des caractéristiques de l'eau, donc ici, provenant de caractéristiques de site, donc là, d'un site en cogénération. Besoin de connaître la quantité d'énergie qui est valorisée par la méta, donc le rendement électrique de la cogénératrice pourra obtenir donc l'énergie électrique valorisée avec une prise en compte de la part de l'électricité qui est autoconsommée dans les auxiliaires, et une énergie thermique également valorisée. Donc il y a la théorie, ce qui est possible, le potentiel avec le premier rendement, l'énergie thermique de la cogénératrice, entre 0 et 1, et ce qui est valorisé, donc la partie qui est utilisée par exemple dans un séchoir ou un bâtiment d'élevage pour chauffer, avec là à nouveau un rendement qui permet d'obtenir sur les deux volets l'usage chaleur et électrique du biogaz. Et donc le mégajoule total sur lequel on va faire se répartir les émissions de gaz à effet de serre du site. Un dernier point exactement sur la valorisation chaleur, c'est la température au point de fourniture. Et une fois qu'on a fait toute cette partie sur, disons, le potentiel, l'énergie qui est valorisée par le site, on a l'option à renseigner sur l'électricité consommée par l'installation. On a deux cas de figure ici. On a un cas 1 où le site autoconsomme toute son électricité, donc ne soutire pas du réseau. Et le cas 2 qui est plus commun en France, le soutirage réseau et l'autoconsommation uniquement sur les auxiliaires moteurs. Donc soutirage réseau pour les agitateurs, les pompes, process en tout cas, qui permet après de changer les bilans gaz à effet de serre. Un dernier point qui est de détail, mais qui ne doit pas perturber les cogénérateurs, c'est qu'on demande un rendement épurateur. Là, on est dans une configuration très spécifique d'un cogénérateur qui aurait un épurateur pour un usage transport, potentiellement une station biogène-V, qui pourra être un modèle présent, qu'il est déjà sur certains sites. Donc, considérer ces caractéristiques-là qu'on retrouve pour l'usage chaleur, l'usage transport, donc les sites en injection, par exemple. Donc un rendement épurateur et la présence ou non d'un oxydateur thermique. Voilà les paramètres qui vont influer le calcul du lot, avant même de renseigner quels sont les intrants, quels sont les substrats, sur la typologie du site, du process. Voilà pour le cas cogénération. Je repasse la main à Cécile pour la partie injection et le détail derrière du lot. Je repasse. Oui. Donc, je vais repasser sur mon site et je vais me remettre en injection. Voilà. On va considérer que pour notre calcul et pour nos tests, on est en gestion du digestat couvert et en statut déchets. Donc, une fois le profil validé,
vous allez avoir accès à la page avec l'ensemble des informations et des lots d'énergie que vous allez rentrer. Vous voyez que j'ai créé un certain nombre de lots pour préparer ce webinaire, mais on va le faire en direct. Donc pour ajouter un lot, donc créer un lot très simple, ajouter un lot, une date de début, donc on va faire aujourd'hui, et une date de fin. Je vais prendre la durée de 3 mois qui est la durée RAID 2. Vous pouvez créer des lots inférieurs de biométhane, mais suivant les schémas de certification, la durée du lot peut être contrainte et donc peut être de 3 mois. Alors, février, mars, avril, mai. Donc, 15 mai. Voilà. Et on va considérer qu'il n'y a pas de présence d'oxydateur thermique et que le rendement de l'épurateur est celui prédéfini. Donc, on va créer un lot. Voilà. Et une fois que vous avez créé votre lot, vous allez arriver sur la page gestion de ce lot. Donc, c'est le lot 007 de 2023 de France Gaz Renouvelable. Et donc, vous allez pouvoir, à présent, ajouter des substrats dans votre lot. Vous avez accès donc à un menu déroulant qui vous propose une liste de substrats. Et donc, on va commencer par un substrat assez simple. Donc, nous allons choisir du fumier. Vous allez ensuite accéder à un onglet caractéristiques. Pour enregistrer ce nouveau substrat, il vous faut rentrer un volume. Donc, on va choisir 50 tonnes. Vous allez pouvoir modifier l'ensemble des paramètres. Donc, la distance de collecte, par exemple, le taux de matière sèche, la teneur en azote et le potentiel méthanogène si vous le connaissez. Vous pouvez choisir si le substrat introduit est hygiénisé et s'il est broyé. Si c'est un substrat liquide, vous devez cocher non. On va considérer qu'il faut du broyage. Donc vous allez pouvoir enregistrer votre substrat et il va apparaître dans votre lot. On va ensuite créer un autre substrat. Donc là, on était sur un substrat déchet, donc sans émission au point d'origine. On va choisir maintenant un substrat ensilage de cive. Donc la plateforme va vous demander si la matière est durable ou non. Donc si elle provient d'une parcelle durable, considérée comme durable, on va pouvoir rentrer sur la page caractéristiques, donc même chose que tout à l'heure pour le fumier. Alors, je vais rentrer des tonnes. Alors pour compléter, là, ce qu'on voit effectivement, on a tout plein de valeurs par défaut qui sont renseignées dans la plateforme en amont. C'est des valeurs biblio qu'on a considérées comme ça par défaut pour simplifier la saisie. Toutes les valeurs sont modifiables pour avoir un calcul en valeur réelle, selon la méthodologie RAID 2 et avoir un calcul reconnu par la RAID 2 avec des valeurs plus proches de la réalité du site en exploitation. Rappel également important, en bas de votre écran, vous avez un lien vers les hypothèses et les règles du calculateur. Donc à tout moment, vous pouvez aller vérifier les hypothèses qui ont été mises et prises sur les éléments pré-remplis.
et les règles de calcul qui sont utilisées par la plateforme. Bien sûr, toute la méthodologie est détaillée, et même y compris les hypothèses qu'on ne voit pas apparaître là dans le calculateur, qui peuvent être des hypothèses de bibliographie, comme par exemple, pour revenir au cogénérateur, ce serait dans les imbrûlés des off-gas moteurs, les teneurs en NOx, par exemple, donc en gaz à effet de serre, pour intégrer leur impact dans le bilan. Donc c'est tout un assemblage de valeurs, et la méthodologie est donc détaillée dans le rapport. Donc, comme vous le voyez, pour cet onglet spécifique production de culture, enfin déchets de résidus de culture, vous avez un onglet pratique agricole. Et donc, sur cet onglet, vous allez pouvoir détailler toutes les pratiques agricoles liées à la production qui va être méthanisée. Donc, les tonnes de matière sèche, par exemple, donc on va passer à 7. La consommation de diesel qui a été nécessaire à la production de cette culture. Attention à ne pas rentrer la consommation de diesel liée à la distance de collecte. Donc vous avez là une infobulle qui s'affiche pour vous rappeler de ne pas intégrer la partie de transport. Et ensuite, vous allez pouvoir définir si le niveau de fertilisation, soit par de l'azote organique, soit par de l'azote de synthèse, les niveaux de fertilisation en potasse ou en phosphore, et les techniques d'épandage ou de fertilisation du digestat. Donc, si on prend sur cet exemple fertilisation avec du digestat, vous avez le choix sur les différentes techniques d'épandage, donc aucune technique, incorporation par charrue dans les 12 heures, dans les 4 heures, je ne vais pas tous les citer, injection type de lisier bovin, porcin ou volaille, ou pendillard, sabot traîné. On va prendre celui-là par exemple. Enfin, vous avez des caractéristiques sur l'application des pesticides, sur les matières actives. Donc Adrien, là je te laisse Oui, on a des valeurs à renseigner effectivement sur la quantité, en chiffrant en kilogrammes à l'hectare de pesticides, la densité de semis, je vois, et effectivement le bénéfice en unité d'azote, qui est une caractéristique en cas d'incorporation de légumineuses dans les rotations. Donc c'est tout encore une fois des détails qui sont demandés sur l'itinéraire technique culturel, avec en vision globale l'idée d'associer à cette culture un facteur d'émission. On aura donc pour chaque tonne de matière brute produite ou de matière sèche 1 gramme de CO2 équivalent qui sera incorporé au bilan, puisqu'ici on est dans le cas d'un produit de biomasse agricole. Donc il faut comptabiliser ce facteur d'émission dans le bilan. Et le dernier point en bas, donc là c'est l'association à une parcelle qui était prairie permanente ou pas depuis janvier 2008, pour prendre en compte le potentiel retournement d'une prairie dans l'impact gaz à effet de serre. Voilà. Pour vérifier si la parcelle est concernée par le changement d'affectation des sols, vous avez un lien vers le géoportail du gouvernement pour vérifier à la parcelle l'état du sol avant le 1er janvier 2008. Donc on va enregistrer. Donc vous voyez, le deuxième substrat apparaît dans notre lot. Sur cette page gestion de l'eau, avant de créer un autre substrat, je vous montre comment vous pouvez dupliquer un substrat. Si par exemple vous avez d'autres fumiers qui viendraient d'un autre distributeur ou producteur, vous pouvez dupliquer le substrat
rentrer dans les caractéristiques et modifier les caractéristiques, la distance de collecte par exemple, puisque ce sont des substrats différents. Donc ça, c'est une facilité, on va dire, ergonomique de saisie qu'on a opté pour avoir moins de redondance dans la tâche de création de lot et d'ajout de substrat, qui permet effectivement, comme l'a expliqué Cécile, d'associer plusieurs substrats similaires en faisant une simple duplication et en changeant uniquement les points par exemple, de fournisseur ou de caractéristiques qui changeraient à la marge d'un produit à l'autre, d'un substrat à l'autre. Ensuite, donc là, vous allez pouvoir, on va créer un dernier substrat, pardon, à partir de productions agricoles, de coproduits agricoles qui sont déjà certifiés RED 2. Donc là, ce seront des produits qui auront déjà passé une certification RED 2. Je pense par exemple aux pulpes de betterave qui peuvent être introduites dans les méthaniseurs. Et là, vous devrez rentrer le facteur d'émission spécifique lié à ce substrat. Donc, on va mettre par exemple 16 grammes. Vous avez toujours la partie caractéristique à remplir évidemment. Voilà, cette seconde partie n'impacte surtout que sur le transport des matières, puisque le facteur d'émission est déjà connu, donc toutes les caractéristiques de process ou de méthodologie de calcul derrière, ce sera au fournisseur, donc à l'exploitant agricole ou à l'industriel qui aura émis la pulpe, de renseigner ces données-là pour lui créer et générer son facteur d'émission. Là, on s'intéresse à la composante transport uniquement, donc faire le dernier lien entre le fournisseur et l'exploitation de méta. Donc on va enregistrer ce dernier substrat. Est-ce qu'il y a par exemple des questions sur cette partie création de lot et ajout de substrat? Avant de s'éloigner trop du lot, j'ai pas de questions vraiment formalisées autour du lot. On avait une question sur le profil du site de l'identifiant, s'il était possible de changer le profil après sa validation. Donc la réponse, je pense qu'on l'a bien identifié tout à l'heure. On est déjà passé d'un site en cogénération en injection. C'est possible de changer ces points-là. Il y a peut-être des points figés par contre au niveau de l'adresse mail. Oui, tout à fait. Nous avons fait le choix de lier une adresse mail à l'unité de méthanisation. Donc il y a une unité pour une adresse mail. Donc si vous avez plusieurs unités de méthanisation à gérer, il faudra avoir des mails spécifiques par unité de méthanisation. Très bien. Pour la partie encore profil, je vois une remarque comme quoi les Belges n'ont pas de numéro de SIRET, donc difficilement exportable actuellement. Est-ce qu'on a des projets comment on peut faire dans ce cas-là pour les Belges? Donc là, c'est plutôt une visibilité à terme de se dire pourquoi pas essayer d'intégrer un autre élément, qu'est-ce que ça pourrait être, un numéro de TVA ou autre, pour avoir un identifiant et reconnaître un site comme étant un site existant, qui puisse donner accès à plus de sites que si on passait par un numéro de SIRET. En effet, aujourd'hui, nous avons fait le choix de développer un outil pour la filière française. Nous allons réfléchir à cette question qui nous était déjà remontée, peut-être dans une version 2 de la plateforme. Mais aujourd'hui, on est sur le numéro de SIRET français. Donc on va passer à la partie plutôt résultat maintenant. Donc on va lancer, une fois que sur la page de votre lot, vous allez pouvoir lancer le calcul. Donc vous voyez que vous arrivez donc pour ce lot, donc le lot numéro 7 FGR, nous sommes donc pour rappel en injection.
Et donc vous allez atterrir sur une vue globale en premier lieu, qui va vous donner les caractéristiques de l'énergie produite et vous donner immédiatement la réponse à la question de savoir si vous passez les seuils selon les usages. Donc on voit ici que pour notre lot de 4 substrats, on va passer largement les seuils d'usage chaleur et le seuil usage transport. Vous avez un petit diagramme qui vous permet également de visualiser le seuil réglementaire et la valeur de votre production. Donc au niveau des résultats, vous allez pouvoir à tout moment exporter ces résultats en PDF pour pouvoir les conserver en cliquant sur la bulle exporter en PDF, et vous aurez accès à l'ensemble des éléments. Donc vous avez sur ces résultats différentes vues. Donc ça, c'est la première vue sur laquelle vous arrivez, c'est la vue globale. Ensuite, vous allez avoir une vue par étape, donc qui vous permet d'étudier quelles parties du process de méthanisation vont être les plus émetteurs et vont avoir un impact sur votre atteinte des seuils d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est un détail effectivement par poste qui est intéressant et qui a permis déjà d'identifier des volets d'amélioration. En tout cas, quels étaient les postes impactants dans le bilan global d'émissions de gaz à effet de serre. On a notamment le stockage du digesta. Au début, on vous a présenté le stockage digesta sous 3 formes: ouvert, couvert avec récupération de biogaz, ou un intermédiaire avec croûtage en lagune et un temps de séjour supérieur à 80 jours. C'est justement pour avoir différents degrés d'émissions qui sont très impactants pour le calcul final et le bilan gaz à effet de serre. On a aussi le retournement des sols de potentiel prairie qui peut avoir un impact fort. Et on réalise qu'à l'inverse, le sujet transport n'est pas tellement le gros enjeu du bilan carbone. Et on a aussi tout ce qui est bonus. Alors peut-être que Cécile, tu voulais détailler derrière les bonus accessibles, par exemple sur les effluents d'élevage. On a droit donc à un bonus selon la directive. Oui, on voit que le bonus effluent d'élevage est important pour ce lot, puisqu'en effet, il y a un bonus effluent d'élevage qu'on va voir ici. On voit ici que sur le détail des résultats, qu'on a un bonus de 46 grammes de CO2 par mégajoule, qui est déduit du process de l'ensemble de nos émissions. Vous avez ensuite une vue par substrat, donc vous allez retrouver tous ces éléments détaillés par substrat. Donc le fameux bonus effluent d'élevage, aujourd'hui l'ESCA, les émissions liées aux engrais évités, donc digesta sur culture dédiée par exemple, donc c'est pas le cas dans ce lot-ci. Vous allez avoir le calcul sur les émissions sur le transport, donc une colonne assez importante et qui peut impacter beaucoup sur les émissions. On voit bien que sur l'ensilage de cives, la partie culture, donc le coefficient EC peut être important. Et enfin, donc les autres parties du process, l'hygiénisation, le broyage, la partie méthanisation en elle-même, et comme le disait Adrien, la partie stockage du digesta. Voilà, qui apparaît ici comme prépondérante, effectivement, quand on regarde les chiffres en termes d'émissions. Vous allez avoir ensuite les mêmes informations par usage, donc en chaleur ou en transport ici, puisque on est en injection.
si vous étiez en cogénération, vous auriez les 3 usages. L'usage chaleur, l'usage électricité et l'usage transport. Une vue énergétique sur la production et la répartition des substrats avec les valeurs en fonction du pouvoir méthanogène. Et enfin, peut-être la slide la page la plus importante pour les méthaniseurs et les auditeurs, la vue par données, donc qui rappelle les informations du lot, avec les usages possibles pour ce lot, le rendement de l'épurateur, le mode de valorisation du biogaz, donc en injection ou en cogénération, la présence d'un oxydateur thermique et ensuite toutes les informations par lot et par substrat. Chose importante sur cet écran, vous voyez en rouge certaines données. Les données qui sont en rouge, ce sont les données qui ont été modifiées dans la définition des substrats. Donc ce ne sont pas les valeurs par défaut. Nous les avons fait apparaître en rouge pour l'audit, pour pointer potentiellement les modifications et les justifications qui pourraient être nécessaires pour prouver ces rentrées de données. Donc, je pense par exemple au pourcentage de matière sèche, donc l'analyse des substrats qui va pouvoir être montrée à l'auditeur pour prouver le pourcentage de matière sèche, par exemple, sur le lot, sur le substrat, les 50 tonnes de fumier rentrées dans ce lot. Donc voilà globalement sur la gestion des substrats et des lots. Côté exploitant, oui. Côté exploitant. Je reviens sur la page d'accueil avec l'ensemble des lots, avec deux choses que je voulais vous pointer. Premièrement, vous voyez ici sur cette ligne, sur un lot que j'ai créé avant ce webinaire, que nous avons une alerte sur un lot. Il y a une alerte sur ce lot parce que un des substrats du lot n'est pas durable, ce qui fait que l'ensemble du lot à ce moment-là n'est pas durable. On voit que pourtant il répond au seuil de réduction de gaz à effet de serre. Mais dans la mesure où un des intrants n'est pas durable, le lot est automatiquement déclassifié. Deuxième chose importante, c'est que vous voyez donc évidemment en vert lorsque les lots d'intrants passent les seuils, et en rouge lorsque vous ne passez pas les seuils de réduction demandés. Je rappelle que les seuils ne sont pas obligatoires pour les sites qui doivent uniquement respecter les critères de durabilité. Donc les critères, les unités qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2021. Ils peuvent être obligatoires pour justifier de l'usage auprès de votre fournisseur. Exactement, tu fais bien, puisque par la même occasion, tu réponds donc à la question qui était qu'en est-il des unités injection mises en service avant 2020 sur l'obligation de réduction. Donc pas d'obligation sur l'usage chaleur. Sur la partie GES. Sur la partie GES. Mais, ouais. Obligation sur la partie critères de durabilité, toujours pour les unités de plus de 19,5 gigawattheures de production annuelle prévisionnelle ou 800 kg électriques. Tout à fait cela. Alors, on peut prendre plusieurs questions où tu voulais... Vas-y. Parce que là, c'est la partie exploitant qu'on a balayée. Vis-à-vis de ça, il y a des questions qui sont arrivées un petit peu en décalé, mais c'est pas gênant.
Est-ce que les pulpes sont considérées comme des coproduits ou déchets, entre parenthèses, avec facteur d'émission associé ou zéro facteur d'émission? Alors, le calculateur, en tout cas, n'a pas vocation à définir le statut des substrats. C'est en amont qu'il faudra déterminer ça, en l'occurrence avec le fournisseur. Et c'est un dialogue à avoir avec son fournisseur, de savoir comment il souhaite considérer le substrat. Est-ce qu'effectivement il aurait un intérêt à le faire passer en coproduit pour alléger un bilan carbone potentiellement, ou est-ce que le statut déchet est plus adapté, avec potentiellement moins de démarches de certification? C'est un arbitrage qui se fait en amont du calcul de gaz à effet de serre. Là, on est sur l'aspect traçabilité et durabilité des matières plutôt. Et c'est pas la directive elle-même ne va même pas définir le statut du produit, quand bien même on a un arbre de décision qui oriente et qui cadre le statut. Il y a une souplesse, puisque sous le schéma volontaire, par exemple, d'EBS, un déchet de pulpe qui pourrait être utilisé en alimentation animale, par exemple, pourrait être passé comme, donc non pas coproduit, non pas déchet à une nutrition animale, mais comme déchet pour de la méta, si on a une distance d'approvisionnement au-delà de 100 km, il me semble, donc pour permettre une utilisation en méta. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les schémas ou de l'interprétation qu'on fait de la directive. Donc c'est une question à avoir en amont de ce bilan, de ce calcul de gaz à effet de serre. Une autre question: avez-vous renseigné la production de méthane pour le lot créé? Je ne vois pas d'infos sur ce sujet. Alors là, Cécile, je te laisserai revenir sur les intrants. En effet, lorsque vous voyez, je pense que c'est la réponse à la question, sur votre tableau de bord, vous avez la quantité d'énergie produite par chacun des lots. Donc c'est la colonne quantité d'énergie. Colonne quantité d'énergie qui est déterminée en amont avec le potentiel biométhane des substrats. Et il me semble... Non, là, vous avez les... Si tu rentres dans le détail d'un substrat, on a le potentiel biométhane à un moment. Voilà, le potentiel méthanogène... Qui relie effectivement au mégajoule de biogaz, qui doit être converti via les rendements d'épurateurs ou de cogénérateurs qu'on a vus en amont en caractéristiques de site et de l'eau. Et donc, si vous lancez le calcul... Non, je suis repartie, excusez-moi... Et donc, je vais revenir sur le tableau de bord dans lequel vous allez avoir, donc, comme je le disais, la quantité d'énergie produite par l'eau. Donc là, on est toujours en injection. Également, est-ce que nous avons des informations sur la prise en compte d'un coefficient SK pour les cives? Le coefficient SK qu'on a vu sont pour les effluents. Pour les cives, il n'y a pas actuellement de calcul validé par la Commission européenne en application, tout simplement. C'est un travail en cours. Oui, c'est un travail... Du moins sous le schéma d'EBS. Tout à fait. L'acte délégué est sorti récemment, il me semble, sur l'ESCA. Et donc, nous n'avons pas encore mis en place de méthodologie de calcul pour cet ESCA. Nous le ferons, je pense, dans les prochains mois. Mais le calculateur a bien intégré qu'on pouvait prendre en compte une valeur SK pour ces intrants. C'est juste qu'on manque de méthodologie actuellement, de méthodologie valide pour l'intégrer. L'outil permet-il d'intégrer la récupération de CO2 sur les épurateurs? Donc là, dans le bilan, effectivement, il n'y a pas d'intégration du bio-CO2. Pourquoi? Parce que la directive RED 2 n'a pas intégré ça dans sa méthodologie. Donc, n'est pas considéré au bilan en GES la valorisation du CO2, du bio-CO2. Ce sera peut-être le cas, j'imagine, dans les évolutions de RED 2 et les évolutions de méthodologie. Okay. Est-ce que l'outil a été audité par un organisme accrédité par un schéma reconnu UE pour le valider et ainsi nous permettre dans l'audit de montrer que cet outil est bien validé?
Alors, pour répondre à cette question, d'abord, vous signifiez que France Gaz Renouvelable et l'AMF ont signé une convention de partenariat avec le schéma de certification d'EBS, bien connu pour la certification des biocarburants en France et dans le monde d'ailleurs. Nous avons développé avec eux une procédure adaptée à la méthanisation française, donc notamment sur la diversité des intrants, et on le voit bien ce matin. DBS a mis en ligne sur son site notre calculateur et donc a passer en revue la méthodologie développée par le calculateur et donc propose le calculateur sur son site internet directement. Aujourd'hui, il n'y a pas de validation stricto sensus du calculateur proposé aujourd'hui de cette plateforme, puisqu'il est utilisable pour tous les schémas de certification. Okay. Alors, cette plateforme est-elle reconnue en ISCC? Ça viendra aussi répondre à cette question-là exactement, puisqu'on a développé le calculateur avec une méthodologie de la directive. Donc le schéma ISCC s'applique aussi. Peut être utilisé, tout à fait, le calculateur pourrait être utilisé dans le cadre d'un schéma ISCC. La question va être plutôt à poser à l'auditeur. Est-ce qu'il reconnaît les hypothèses et les règles du calculateur, puisque en fait notre plateforme est basée sur ces hypothèses et ces règles et les règles du calculateur, qui a été élaboré par INRAE Transfer et Solagro. Donc nous sommes basés sur ce calculateur. Donc si l'auditeur reconnaît les hypothèses et les règles du calculateur dans le cadre du schéma, vous pouvez tout à fait utiliser la plateforme. Très bien, merci. Je pense qu'on va dérouler d'abord la partie auditeur avant de... Ouais. Donc, je vais faire une petite manipulation technique. Je vais changer de compte. Voilà, donc là, donc on est sur là, on va être sur un profil auditeur. Donc, l'auditeur va pouvoir créer un compte. Donc il va rentrer sur la plateforme. Quand vous rentrez sur la plateforme, vous avez le choix, soit vous êtes exploitant, soit vous êtes auditeur. Donc il suffit de cliquer sur auditeur, rentrer sa boîte mail. Même chose, vous allez recevoir un lien de création de profil. Et ensuite, vous allez rentrer votre profil et vous allez devoir lier le certificat de l'auditeur en le chargeant avec ce lien. Hop, voilà, vous chargez votre certificat. Vous allez ensuite, moi j'avais déjà créé, donc je vais pouvoir retourner, excusez-moi, sur la page d'accueil. Et donc là, vous allez pouvoir demander l'accès à une unité en cliquant sur cet onglet. Vous allez à ce moment-là rentrer le SIRET de l'exploitation sur lequel vous souhaitez pouvoir faire un audit, sur lequel vous êtes mandaté pour faire un audit. Vous demandez l'accès. À ce moment-là, l'unité va recevoir un mail de demande d'accès à l'exploitation avec un lien sur lequel il va devoir cliquer pour autoriser l'auditeur à voir les résultats. Donc, c'est ce que j'ai fait en préparation de ce webinaire. Et donc, vous voyez que là, l'auditeur que je suis dans ce cadre-là a accès à l'unité de méthanisation de France Gaz Renouvelable. Donc, je vais pouvoir, du coup, cliquer sur cette unité.
et retrouver l'ensemble du tableau de bord de l'unité de méthanisation France Gaz Renouvelable Méta. Donc le même tableau de bord que celui auquel vous aviez accès en tant que méthaniseur. Et donc l'auditeur peut rentrer dans chacun des lots, voir les résultats et voir les mêmes vues que le méthaniseur. Donc les vues par substrat, les vues énergétiques et l'ensemble des données. Et il peut évidemment exporter les données en PDF pour préparer son audit. Voilà globalement sur la présentation de notre outil. Est-ce qu'il y a des questions, Adrien? D'autres questions? Oui, il y a encore d'autres questions. Alors, une facile là, pour reprendre la phase de questions. En cogénération en place depuis 2016, sommes-nous concernés par la RED 2? Donc là, on va revenir aux bases de la directive. 2016, donc le critère d'éligibilité, il est non pas sur une date de mise en service. Le premier critère, c'est la puissance d'injection électrique ou biométhane dans le réseau, à savoir 2 MW thermiques, donc l'équivalent, ce qu'on interprète comme étant un 800 kW électrique pour les cogénérateurs, ou un 200 normomètres cubeurs en injection biométhane. Là, on est concerné par l'arrêt 2, au moins sous les aspects durabilité, traçabilité matière, pour cet aspect-là. On est concerné. Et après, entre en jeu la date de mise en service qui définit des exigences sur les seuils de gaz à effet de serre, avec pour les cogénérateurs et particulièrement les cogénérateurs, une date de mise en service après 2021 pour l'aspect geste. Sinon, pas d'exigence, pas de seuil à tenir. Donc sur cette partie questions-réponses, maintenant, d'autres questions, Adrien? Une autre question de chambre d'agriculture. En tant que conseiller de chambre d'agriculture, je n'ai pas accès à l'outil, ni exploitant, ni auditeur certifié. Est-il possible d'y remédier? Je vois plusieurs options à ça. Peut-être tu veux exposer. Vas-y. Là, en tête, je dirais soit on demande à un exploitant de partager ses accès au site, ou alors potentiellement créer un site factice pour tester la plateforme. Je ne sais pas si c'est des solutions envisageables. Il faut avoir un numéro de SIRET. Donc, encore une fois, le site aujourd'hui est prévu pour les méthaniseurs et les auditeurs. Donc, si le représentant de la Chambre d'agriculture veut avoir accès aux données d'un site, il faut qu'il se mette d'accord avec son méthaniseur. Ok. Partenaire. Un autre point sur les pratiques culturales. Il s'agit d'éléments déclaratifs. Faut-il justifier des pratiques culture en détail lors de l'audit de certification? J'ai pas forcément pour moi, c'est oui, il faut justifier. Ce serait à l'auditeur de bien définir ses attentes en termes de justification à ce moment-là. Pour une question sur le temps de travail supplémentaire, ce que va engendrer cette démarche de préparation à l'audit de certification de la RED 2, avez-vous estimé l'impact pour les méthaniseurs en termes de temps de travail supplémentaire ou encore de coût à la certification? Effectivement, selon les sites, il peut y avoir une certaine complexité à revenir, surtout si rien n'est mis en place aujourd'hui sur la traçabilité ou au suivi des intrants. Donc une complexité à mettre en place des outils et un suivi sérieux, assidu de tout ce qui passe à travers le méthaniseur en termes d'intrants pour être conforme à cette RED 2. Et en termes, alors ça c'est le volet on va dire investissement temps. En termes de coût, là aussi ça va être à géométrie variable selon la taille, l'échelle du site. Une audit, on peut donner peut-être une fourchette de 1 000 à 3 000 euros audit annuel. Et après, à voir avec le bureau d'études en amont ou un conseiller potentiellement de chambre d'agriculture, comme on l'a vu, pour se faire accompagner dans la démarche
faire chiffrer ça. Là, c'est du cas par cas, je pense, en fonction du nombre d'apporteurs. Ça doit être une donnée assez dimensionnante pour le devis. Le nombre d'apporteurs de matière et les critères concernant, enfin les aspects, les volets de la RED 2 pour lesquels le site est concerné. Donc, soit uniquement durabilité, soit le calcul gaz à effet de serre derrière. Ok. Je pense, ou alors j'ai pas tout vu. Pour les structures juridiques ayant plusieurs sites de méta, y a-t-il une solution, un seul numéro de SIRET? Dans le cas d'une société avec plusieurs sites. Alors, j'ai pas la réponse. On n'avait pas imaginé ce cas-là. Ce cas de figure n'avait pas été envisagé, il me semble. Oui. Oui, il va falloir qu'on regarde au niveau de la plateforme comment on peut faire. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse à vous donner ce matin. Nouvelle question, est-ce possible d'imaginer un import en masse des intrants via Excel? Aujourd'hui, nous n'avons pas mis en place d'API. C'était un choix de développement. C'est une chose qui sera potentiellement possible dans une version ultérieure de la plateforme. C'était aussi une question de coût. Bien, merci. Je pense qu'on arrive... Alors, il y a des fois un petit temps de décalage. Si. Si l'on n'a pas d'obligation de réduction de gaz à effet de serre, peut-on être en méthode simplifiée à la traçabilité et durabilité? Faut-il un audit dans ce cas? Alors aujourd'hui, on n'a pas de réponse à cette question de façon claire, puisque les arrêtés de transposition ne sont pas sortis et que la période de déclaration simplifiée, finalement, qui avait été prévue par l'administration entre le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2023, les textes n'étant pas sortis, n'a pas été mise en place. Donc peut-être que l'administration prévoit une déclaration simplifiée, verra une déclaration simplifiée pour les unités non obligées, mais aujourd'hui, les unités dont la production est inférieure à 19,5 GWh ne sont pas concernés par la RED 2, ne sont pas obligés d'être certifiés RED 2. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Adrien? Et dans le cas où on est concerné par seulement l'aspect traçabilité, oui, c'est quand même un audit qui est exigé dans la certification. Alors, je vois pas de nouvelles questions qu'on n'aurait pas traitées. Est-ce qu'on peut faire le calcul que pour une seule partie de la chaîne, seulement des intrants, seulement le digesteur, seulement le méthaniseur? Alors, si j'essaye de reformuler, ça veut dire qu'on veut répartir en plusieurs briques. Donc, a priori, si je me remets sur mon calculateur et que j'ai accès à mes résultats, alors est-ce que je suis en... Oui, alors... Donc, si je vais voir les résultats, je vérifie juste une chose. Par étape, est-ce qu'on a le calcul par étape ? Oui, vous avez le calcul des émissions par étape, si c'est ça la question. Dans la vue par étape, vous allez avoir accès aux émissions pour les différentes parties du process du calcul et de la production. Je ne sais pas si ça répond à la question. Effectivement, telle qu'elle est formulée, oui, j'imagine que c'est ça, c'est la répartition par étape. Donc ce serait a priori la vue par étape. Ok.
Je vois une question qui est remontée, mais on a répondu à l'introduction de l'ESCA pour les cives. Hein, Oui. Oui, ça c'est bon. Très bien. Donc on arrive, alors je vois qu'on n'a pas de nouvelles questions. Donc du coup, on arrive à la fin de ce webinaire. On était 210 connectés là, je vois. Merci pour votre participation à ce webinaire ce matin. Merci Adrien. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ce webinaire sur la chaîne YouTube de France Gaz Renouvelable, sur notre site internet également. Nous avons également produit des vidéos tutos pour vous aider à utiliser notre plateforme. Et nous restons disponibles pour de nouvelles questions à l'adresse contact@gazrenouvelable.fr. Merci beaucoup, bonne fin de journée, à bientôt. Merci à tous, bonne fin de journée.